Bonjour à tous, je m'appelle Clara Dugor, je suis en thèse au sein de l'équipe soins primaires et prévention sous la direction de Karine Franck, avec qui je travaille actuellement sur ce papier qui porte sur les trajectoires de recours sur longue période à la vaccination contre la grippe, ainsi que sur le déterminant de l'entrée dans le recours à la vaccination contre la grippe à partir des données de la cohorte E3N. Donc, un bref rappel sur le fait que la grippe saisonnière en France, ça représente 2 à 6 millions de personnes qui sont atteintes par an et environ 10 000 décès chaque année. Pourtant, la vaccination contre la grippe permettrait de réduire à la fois le coût humain et le coût financier associé à la grippe, puisque la vaccination contre la grippe est un moyen d'autoprotection qui permet de diminuer le risque de survenue de la maladie. Et une des spécificités de la vaccination contre la grippe, c'est qu'elle est source d'externalité positive, puisque non seulement elle permet de réduire le risque individuel, mais elle permet aussi de réduire le risque global. Donc, face à ces externalités positives, en France, on a mis des politiques publiques d'incitation au recours à la vaccination depuis plus de 20 ans. C'est ce qu'on appelle la stratégie vaccinale, et ça consiste principalement en la gratuité du vaccin avec l'envoi à chaque automne d'un courrier ciblé pour les populations qui sont considérées à risque. Ils s'entendent pas. Ah. Voilà. Okay. Oui. Donc, chaque année, l'assurance maladie envoie un courrier ciblé pour les personnes considérées à risque avec un bon pour une vaccination gratuite dedans. Et il y a aussi à chaque automne des campagnes d'information assez large sur la grippe et la vaccination. Sauf que malgré ça, le taux de couverture vaccinale en France reste très en deçà des objectifs de l'OMS, puisque vous voyez qu'en 2020, on était seulement à 56% de la population à risque qui s'était vaccinée contre la grippe, alors qu'il faudrait qu'on atteigne une couverture vaccinale de moins 75%. Donc, il y a une littérature qui est assez extensive sur les préférences de recours à la vaccination. Généralement, on explique les préférences de vaccination via des modèles comportementaux qui lient l'intention de se faire vacciner, qui est le principal prédicteur du fait de recourir à la vaccination, à la fois à l'attitude des individus vis-à-vis de la vaccination, c'est-à-dire ça va regrouper tout ce qui est croyance sur la vaccination, tout ce qui est efficacité perçue du vaccin, mais aussi risque perçu de la grippe, et aussi aux normes subjectives perçues. Donc ça, c'est globalement la perception qu'ont les individus du bénéfice social de la vaccination, et aussi tout ce qui va être incitation, que ce soit par leurs proches, les médecins, les institutions, à se faire vacciner. Donc, malgré cette littérature assez extensive sur la vaccination, il y a un aspect de la vaccination qui a été très peu étudié, c'est le fait qu'en fait, il faut répéter la vaccination chaque année pour qu'elle reste efficace. Et pourtant, comme j'ai dit, il y a très peu de littérature sur ce sujet. Pourtant, on peut penser qu'il y a des chocs à la fois exogènes ou endogènes à l'individu qui peuvent venir modifier ses préférences individuelles de vaccination. Donc, nous, on va vraiment s'intéresser à cette question-là dans le cadre de notre étude, puisque dans une première partie, on va essayer de comprendre quels sont les comportements types de recours à la vaccination sur longue période. Donc, vous voyez, sur une période qui va de 2008 à 2018, donc 11 ans. Donc, pour ça, on va mobiliser des méthodes d'analyse des séquences. Et ensuite, on va se poser la question des déterminants de l'entrée dans le recours à la vaccination à partir de modèles longitudinaux. Donc, pour comprendre pourquoi est-ce que des personnes qui ne se vaccinaient pas commencent à se vacciner. Donc, très rapidement, on utilise les données de la cohorte E3N, qui sont donc hébergées par l'équipe Exposome et Hérédité du CESP. Donc, c'est une enquête épidémiologique qui suit presque 100 000 femmes depuis 1990, qui sont essentiellement des enseignantes puisqu'elles sont inscrites à la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Et depuis 2004, les données de la cohorte 3N sont apparues aux données de remboursement de la NGN, ce qui fait qu'on peut observer le recours à la vaccination contre le grippe chaque année de toutes ces femmes. Et on va se concentrer, nous, sur la population d'études des femmes qui sont observées dans les données au moins 5 ans entre 2008 et
pour pouvoir observer leur recours successif à la vaccination, soit une population d'études d'environ 80 000 femmes. Dans la première partie de l'étude, on va catégoriser le recours à la vaccination contre la grippe en 3 modalités. Donc, si les femmes sont éligibles à la vaccination, elles peuvent soit être vaccinées, soit être non vaccinées. Et si elles ne sont pas éligibles à la vaccination, alors elles prennent la modalité non éligible. On considère que les femmes sont éligibles si elles ont 65 ans ou plus, ou si elles ont une pathologie spécifique qui les rende éligibles. Dans la deuxième partie de l'étude, on va essayer de comprendre quels sont les facteurs associés à l'entrée de la vaccination versus ceux associés au fait de rester en dehors de la vaccination. Et donc, on considère qu'entrer dans la vaccination, c'est se vacciner l'année T, sachant qu'on ne se vaccinait pas l'année T-1. Et à l'inverse, rester en dehors de la vaccination, c'est ne pas se vacciner l'année T, sachant qu'on ne se vaccinait déjà pas l'année T-1. C'est rester au moins 2 années successives en dehors de la vaccination. Donc, je vais aller très rapidement sur les méthodes, puisque je n'ai pas énormément de temps. Donc, pour la première partie qui porte sur l'identification des comportements types de recours à la vaccination contre la grippe, on va mobiliser des méthodes d'analyse de séquences. En fait, les méthodes d'analyse de séquences, c'est des méthodes de clustering qui sont non pas appliquées sur des individus, mais sur des séquences d'individus. Et donc ici, une séquence pour un individu, c'est la succession de ses statuts de recours à la vaccination de 2008 à 2018, soit 11 statuts par individu. Voilà. Et dans la deuxième partie de l'étude, donc on va se poser la question des déterminants associés à l'entrée dans la vaccination contre la grippe à partir de modèles logistiques GEE. Et donc vous voyez, c'est la probabilité de se vacciner l'année T, sachant qu'on ne se vaccinait pas en T-1. Donc, très rapidement, pour décrire la population d'études, en 2005, on a à peu près 57% des femmes qui ne sont pas encore, enfin, qui ont moins de 65 ans, donc a priori ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Le niveau d'études dans la population, le troisième, est très élevé, puisque vous voyez, on a quand même 36% des femmes qui ont au moins une licence. Sinon, on a à peu près la moitié des femmes qui sont en couple, que ce soit en 2005 ou en 2014. Elles sont très peu nombreuses à fumer. Vous voyez aussi qu'on a des variables qui nous permettent de caractériser leur pathologie. Et on a aussi tout ce qui va être recours au système de soins via le nombre de contacts avec des médecins ambulatoires et le nombre de boîtes de médicaments achetés, donc consommés dans l'année, ainsi qu'une indicatrice qui vient capter potentiellement des chocs, enfin en tout cas des chocs de demande de santé, avec une indicatrice qui prend ainsi la femme à augmenter sa consommation de médicaments de 50% depuis l'année passée. Donc à gauche, vous voyez, enfin à votre droite, vous plutôt pour les personnes dans la salle, vous voyez le graphique de la proportion de femmes qui se vaccinent parmi les femmes éligibles à la vaccination chaque année. Et donc, en fait, les femmes éligibles à la vaccination, c'est les femmes qui sont soit en vert, soit en rouge sur l'autre graphique, puisque l'autre graphique, c'est simplement la distribution des statuts de recours à la vaccination par année dans la population d'études. Et donc, vous voyez qu'en 2009, on avait à peu près 68% de nos femmes qui se vaccinaient, que ce taux chute à 57% en 2013, puis qui remonte à nouveau à 67% en 2018. Donc maintenant, je vais vous montrer les résultats de l'analyse de séquence et donc la typologie des comportements de recours à la vaccination qu'on obtient sur une période de 11 ans. Donc, alors, ici, vous voyez, on obtient 8 clusters. Chaque cluster caractérise une séquence type de recours à la vaccination. Et au sein de chaque cluster est représenté simplement l'empilement des séquences individuelles des femmes au sein du cluster. Voilà. Dans le titre du cluster, le chiffre entre parenthèses indique le pourcentage de femmes de la population qui sont comprises dans ce cluster. Donc, vous voyez que notre plus gros cluster, c'est le cluster 7, qui contient 28% des femmes. Et le fait que le cluster est ouvert, ça signifie qu'il contient quasi uniquement des femmes qui se vaccinent tous les ans, strictement tous les ans pendant 11 ans. Et notre plus petit cluster, c'est le cluster 3, qui comporte même pas 5% de la population.
Et vous voyez que là, c'est des femmes qui, généralement, vont se vacciner pendant plusieurs années, puis d'un coup, elles vont arrêter et ne plus jamais se vacciner, puisque donc en vert, c'est des femmes qui se vaccinent, en rouge, ça indique que la femme ne se vaccine plus, et en jaune, c'est qu'elle n'est pas encore éligible. Donc, globalement, ces 8 clusters, on peut les résumer en 4 comportements types de recours à la vaccination. Dans les clusters 1 et 2, on a les femmes qui, globalement, une fois qu'elles sont éligibles, ne se vaccinent pas. Et vous voyez que généralement, elles ne se vaccinent pas pendant des années. Ensuite, plutôt donc, sur les clusters 5 à 8, on a les femmes qui, sur leur période d'éligibilité, soit se vaccinent strictement tous les ans, soit se vaccinent quasiment tous les ans. Donc ça représente quand même 53% de notre population d'études. Puis, on a 2 clusters qui présentent des comportements de rupture face à la vaccination. Donc, avec le cluster 3, donc, qui est très minoritaire, avec des femmes qui se vaccinent puis elles arrêtent et elles ne se vaccinent plus jamais. Et un cluster 4 qui est intéressant puisqu'il comporte quand même 10% des femmes 11% des femmes de la population. Et vous voyez que c'est des femmes qui vont ne pas se vacciner pendant plusieurs années, mais quand elles vont commencer, elles vont se vacciner jusqu'à la fin de la période d'études. Et donc, en fait, ce qui ressort de ces clusters, c'est que les comportements types de recours à la vaccination apparaissent quand même très stables dans le temps et que généralement, soit les femmes ne se vaccinent pas et elles se vaccinent vraiment quasiment jamais, mais une fois qu'elles commencent à se vacciner, généralement, elles poursuivent jusqu'à la fin de la période d'études. Donc, la question qui semble importante, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les femmes commencent à se vacciner, donc pourquoi est-ce qu'elles passent du rouge au vert, puisque une fois qu'elles sont vertes, généralement, elles y restent. Donc, pour ça, je vais vous montrer les résultats de notre modèle GEE, qui présente les odds ratios et les intervalles de confiance à 95%. Donc, vous voyez qu'on a un odds ratio qui est vraiment très important ici. Et ça, en fait, c'est le choc de l'éligibilité. C'est le fait d'avoir 65 ans et d'un coup recevoir les bons de l'assurance maladie avec le bon pour la vaccination gratuite et même de rentrer dans les critères d'éligibilité pour se faire recommander la vaccination par les médecins, etc. Sinon, on a aussi un effet positif du fait d'être en couple, puisque vous voyez que les femmes qui sont célibataires, séparées ou veuves ont plus de chances de rester en dehors de la vaccination, donc de ne pas se vacciner plusieurs années de suite. On n'a pas d'effet significatif du statut tabagique. On a un effet positif d'un niveau d'études élevé, du fait d'avoir plusieurs enfants. Et vous voyez qu'on a un gradient à la fois sur le nombre de contacts avec des médecins et sur le nombre de boîtes de médicaments consommées, ainsi qu'un effet positif d'un choc sur la demande de soins, puisque l'indicatrice sur une hausse du taux de consommation, sur une hausse du niveau de consommation de médicaments est positive. Donc, concernant les variables de pathologie, on a essayé quand c'était possible, de coder ces variables pour identifier le choc de l'entrée dans la pathologie plutôt que juste simplement avoir la pathologie déjà l'année passée. Et généralement, le choc de la pathologie est positif et significatif, c'est-à-dire qu'il favorise l'entrée dans la vaccination et le fait d'avoir déjà la maladie l'année passée plutôt que de ne pas avoir de maladie est là aussi positif. Que la maladie soit directement associée à un risque plus élevé face à la grippe, donc par exemple le diabète, ou qu'elle ne soit pas du tout associée à un risque plus élevé face à la grippe, comme par exemple le fait de prendre des traitements psychotropes. Donc ça peut s'interpréter comme à nouveau le fait d'être en contact avec le système de soins et de pouvoir se faire recommander la vaccination directement par les médecins, qui va avoir un effet favorable. Donc, très brièvement, les principales limites de notre étude, c'est que c'est une limite assez classique des données au 3N, mais qu'elles ne sont pas représentatives, puisqu'on a quand même des femmes qui ont un niveau de diplôme qui est très élevé. Elles ont globalement un meilleur état de santé que la population générale et elles ont aussi des comportements de santé qui sont moins à risque. Et dans notre cas, elles ont aussi un recours à la vaccination qui est plus élevé que la population générale. Ensuite, on ne peut pas identifier de manière exhaustive les pathologies qui rendent éligibles à la vaccination contre la grippe, parce que, par exemple, on n'a pas les statuts ALD.
Et comme vous avez pu le voir, en fait, on n'identifie quasiment que des chocs de santé, puisqu'en fait, on peut difficilement identifier des chocs d'autre nature, alors que ça aurait pu être intéressant, par exemple, de comprendre, par exemple, est-ce que lorsque les femmes arrêtent de fumer, elles peuvent aussi commencer à se vacciner un peu dans une approche globale de prévention. Mais donc, pour conclure, on voit quand même que il y a peu d'hétérogénéité dans les comportements de recours à la vaccination contre la grippe, puisque vous voyez qu'on a quand même résumé le comportement de recours à la vaccination sur 5 à 11 ans de 80 000 femmes en seulement 8 clusters qui sont quand même très homogènes. Il y a une très grande stabilité des comportements, puisqu'on peut globalement résumer les clusters par cette idée qu'une fois que les femmes commencent à se vacciner, elles poursuivent tous les ans et se vaccinent tous les ans. Mais donc, cette conclusion est à double tranchant, puisque ça signifie que tant que les femmes ne commencent pas à se vacciner, elles ne se vaccinent vraiment jamais. Pour les déterminants de l'entrée dans le recours à la vaccination, on a vu que de très loin, le principal déterminant, c'est le choc de l'éligibilité et le fait de recevoir le bon de vaccination de l'assurance maladie. Et sinon, on voit que les chocs de santé, un recours plus élevé aux soins et une demande de soins plus élevée, là aussi, ça va favoriser le fait de commencer à se vacciner. Donc, ce qu'on peut expliquer par une incitation plus forte par les professionnels de santé et aussi par le fait qu'un choc de santé, par exemple, peut augmenter le risque perçu de la grippe qu'ont les femmes. Donc, si on devait faire des conclusions en termes de politique d'incitation à la vaccination contre la grippe, ce qu'on voit, c'est que ces politiques, la stratégie vaccinale actuelle, elle semble très efficace pour une partie des femmes qui vont commencer à se vacciner dès l'entrée dans l'éligibilité ou maximum un an après. Puis ensuite, elles vont poursuivre tous les ans. Donc, pour ces femmes-là, la stratégie actuelle suffit. Par contre, il y a tout un autre pan des femmes qui ne sont pas du tout sensibles à cette stratégie et ne vont jamais se vacciner. Et il semblerait que parmi ces femmes-là, elles vont attendre d'avoir un choc de santé suffisamment important pour rentrer dans la vaccination, alors qu'elles sont déjà considérées comme à risque auparavant. Du coup, il semblerait que ces femmes devraient être plus fortement ciblées et incitées à se vacciner. Voilà, je vous remercie pour votre attention.